Je vous parle à nouveau de mon opinion sur les sujets, peut-être des dernières semaines, mais je vous dirais des derniers jours surtout. Ratez pas ça. Bonjour, mon nom est Mario Labrec. Je vous donne mon opinion simplement, je me laisse aller tout simplement à placoter, à donner mon opinion qui est relativement simple. Je fais pas de grosses études pour donner mon opinion. Je vous dirais que je regarde un peu les nouvelles, je regarde un peu ce qui se passe au travers de tout ce que je fais dans la journée, dans les soirées et tout ça. Puis, j'en tire des conclusions tout simplement comme ça. Ce que je fais n'a rien à voir avec mon ouvrage non plus. C'est vraiment une opinion pour s'amuser, pour avoir du fun, du plaisir à faire ce petit podcast-là qui, j'espère, peut-être amuse des gens aussi et peut-être challenge certaines personnes également parce que je peux peut-être soulever quelques questions en donnant mon opinion. Mais le but principal, c'est vraiment d'échanger avec les gens, d'essayer de tenter de faire bouger des choses et de peut-être porter des réflexions. C'est juste ça, mon opinion simplement qu'on appelle ce petit podcast. Donc, l'immobilier présentement, je vous dirais que pour moi, personnellement, c'est assez tranquille quand même. Je suis habitué d'avoir plusieurs contrats de courtage, c'est-à-dire des maisons, des propriétés, des commerces en vente. Et j'en ai relativement beaucoup moins que j'en avais, je vous dirais, à l'époque du début de la pandémie. Qu'est-ce qui fait ça? Je crois personnellement, ça fait plusieurs fois que j'en parle probablement dans des podcasts et aussi du côté immobilier, je fais des petites capsules également. Mais ce qui fait ça, que c'est tranquille de mon côté, je crois que c'est les gens, les personnes âgées qui ne veulent tout simplement pas aller en résidence. C'est juste la raison. Ils veulent demeurer chez eux. Ils ont peur d'être reconfinés, d'être embarrés dans les fameuses bâtisses, les RPA et les CHSLD, comme ça a été le cas quand il y a eu le début de la pandémie, que M. Legault a fermé tout ça et empêchait les gens d'y aller et de sortir également, parce que j'ai mon père qui est en résidence, qui ne pouvait pas sortir. Il y avait un garde de sécurité à la porte qui empêchait les gens de sortir, même juste aller prendre une marche. Donc, lui, il n'a pas aimé ça. Là, même, il m'avait appelé et il m'avait dit trouve-moi une maison que je sorte du site. Il était vraiment découragé de la situation. Donc, ces gens-là qui sont dans leur maison, ben, quand ils ont vécu, quand ils ont vu le beau-frère, le frère, quelqu'un de la famille ou des amis proches être empêchés de sortir de chez lui, être embarrés, ben, ça fait en sorte que ces gens-là n'ont pas le goût de s'en aller dans ces résidences-là pour peut-être vivre le même problème que les gens qui le connaissent ont vécu. C'est mon opinion, comme j'ai dit. Ça ne veut pas dire que c'est juste ça. Oui, effectivement, le taux d'intérêt augmente ces temps-ci, mais à la base, avant le taux d'intérêt qui augmente, les propriétés étaient beaucoup plus rares. Et selon moi, ben, il n'y en avait pas beaucoup de personnes âgées qui mettaient leur propriété en vente. Je vous dirais qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y en a une certaine catégorie qui prennent la chance de... Mais encore là, j'ai pas beaucoup d'appels de ce côté-là, alors que j'avais un bon marché de ce côté-là, pour moi, en immobilier. Les taux d'intérêt, ben écoutez, ils ont augmenté. J'ai fait une petite capsule aussi là-dessus, même des petits TikTok. J'ai commencé à m'amuser avec les TikTok et les Reels dans Facebook et Instagram et tout ça. Je vous dirais que le taux d'intérêt, je me pose la question, moi, est-ce que c'est le 2% qui était normal ou si c'est le 5% ou le 6% qui est pas normal? Selon moi, je pense que le 2% n'était pas normal. Je pense que le 2% était vraiment trop bas. A créé des attentes parce qu'il est resté bas longtemps. Et là, le fait d'augmenter un peu à 2, 3, 4, 5, peut-être même jusqu'à 6 qu'on va connaître probablement d'ici la fin de l'année, ben, ça fait en sorte que oui, il y a peut-être des gens qui bloquent et que ça empêche. Il y en a qui bloquent dans leur tête, qui sont officiellement capables d'acheter même à 6%, mais dans leur tête, c'est beaucoup trop vu qu'ils ont vu le 2%. On souhaite tous que ça retombe à 2% de ce côté-là, mais en même temps, ceux qui ont de l'épargne, ceux qui placent de l'argent, ben eux autres, ils n'ont rien dans leur épargne.
ils font pas d'argent, fait qu'ils ont de l'argent qui est placé à 0,25 c'est pas payant pour eux autres. C'est sûr que ça fait un changement à ce niveau-là. Le taux d'intérêt, moi, je pense qu'un taux d'intérêt à 5 c'est vivable pour tout le monde. Par contre, les gens qui sont des premiers acheteurs vont peut-être avoir un problème au niveau financement. La banque doit qualifier le client avec le taux d'intérêt qui est le plus haut 5 ans. Donc, ça change beaucoup la capacité d'emprunt. Donc, les gens qui étaient capables d'emprunter pour, je sais pas moi, 250 000 il y a quelques mois, ben aujourd'hui, sont peut-être capables juste à 175 000 à cause du taux d'intérêt. Des maisons à 175 000, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il faut sortir de la région, il faut s'en aller un peu plus loin. Puis encore là, il faut s'attendre à avoir des réparations, il faut s'attendre à avoir des contraintes. Ce marché-là va probablement être plus difficile si le taux d'intérêt augmente. Par contre, peut-être qu'il va y avoir des programmes qui vont sortir, puis il va peut-être avoir des situations qui vont s'améliorer. Il ne faut pas perdre de vue non plus que les salaires augmentent également, donc la capacité d'emprunt va augmenter aussi avec le salaire. Ça reste à voir comment ça va se passer, mais moi je pense que ça risque quand même de bien aller. Le plus gros problème étant la pénurie de maisons à vendre. C'est là qu'il y a le plus gros des problèmes. C'est pour ça qu'il y a un peu de surenchère encore à l'heure qu'il est. C'est pas aussi fréquent que c'était, mais il y en a encore. Quand il y a quelque chose qui sort, je vous dirais, bien placé, bien, on appelle ça pricé, bien, le prix est correct, il y a du monde alentour, puis il y a plusieurs promesses d'achat qui se déposent, et il y a souvent de la surenchère encore à l'heure qu'il est. Pourquoi? Bien parce qu'il n'y en a pas à vendre, tout simplement. Quand il en sort une, il y a 10 clients qui la veulent, et ça crée de la surenchère par le fait même si elle est bien placée. Je ne sais pas comment le marché va se rétablir exactement et quand il va se rétablir, mais il y a une chose qui est sûre, il va toujours y avoir un marché immobilier quand même. Il y a toujours des gens qui vont acheter, les gens qui ont de l'argent vont pouvoir acheter, ceux qui ont de la misère, qui ont des difficultés, ils vont remettre en vente. Bien, il va y avoir quand même un roulement à ce niveau-là, au niveau du marché immobilier. Est-ce qu'il va y avoir des baisses de valeur immobilière? Moi, je pense pas qu'on voit une grande baisse de prix, une grande baisse de valeur dans la région de Québec, dans la grande région de Québec. Il faut faire attention, la région de Québec est particulière, les prix sont quand même, certains vont dire qu'ils sont très chers, que ça n'a pas d'allure, mais en même temps, quand on se compare, on est dans les prix les plus bas au pays, dans le marché. Donc, ça fait en sorte qu'on est plus abordable qu'à Montréal, qu'à Toronto ou qu'à Vancouver. Le marché n'est pas pareil du tout. Le prix de construction n'est pas pareil non plus. Le terrain n'est pas le même prix. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là qui ne sont pas pareilles du côté de Québec. Et c'est ce qui fait en sorte probablement qu'on est un petit village gaulois un peu, que le marché est quand même encore en augmentation. La valeur est quand même encore stable. C'est probablement à cause du marché qu'on a. On a des gens qui sont très stables financièrement, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de compagnies d'assurance font en sorte que les employés sont bien payés et ont un emploi très stable. Je reviens sur Justin Trudeau et les camionneurs de ces jours-ci. Ce qu'on entend, c'est qu'il y a un genre de procès, là, un genre de commission d'enquête pour la question des mesures de guerre que Trudeau a mis en place là, quand il y a eu le convoi de camionneurs à Ottawa. Je pense que c'est demain, vendredi. Aujourd'hui, c'est jeudi. Demain, vendredi, je pense que Justin Trudeau doit comparaître. Et ce qu'on disait comme point hier dans les nouvelles, c'est que les gens qui ont comparu, c'est à peu près tous des avocats qui savent manipuler la réponse et les questions. Donc, c'est pas très croustillant comme détail. On apprend des choses que, plusieurs instances ont jamais recommandé d'appliquer les mesures de guerre. C'est devenu une source, finalement, du gouvernement. C'est pas du tout le besoin des policiers ou même de ce qu'ils appellent le SCRS. Là. Personne n'a demandé ça, les mesures de guerre, pour le convoi des camionneurs. Il n'y a pas eu de danger au point de vue national, pas du tout. Ça a été décidé politiquement, simplement, comme ça. Donc, demain, Justin Trudeau doit témoigner. Il n'est pas avocat et il va probablement peut-être avoir un peu plus de difficulté à contourner, à répondre
peut-être évasivement aux questions, puis il va peut-être sortir des choses de ça, peut-être un peu plus croustillantes que ce qui en a sorti présentement. Mais ce qu'on retient, c'est que c'était pas demandé de la part des autorités policières ou autres là, d'avoir les mesures de guerre pour contraindre la question des camionneurs à Ottawa en janvier-février dernier. Là. Ça n'avait pas lieu d'arriver. C'est quelque chose que le gouvernement s'est voté, a décidé pour se donner des pouvoirs extraordinaires. J'espère qu'on va apprendre de ça, de toute façon. Et là, je commence à voir des posts qui disent on n'a pas terminé la job l'année passée, fait qu'on y retourne dessus cette année. J'ai hâte de voir s'il va y avoir un nouveau convoi qui va s'installer pour voir comment le gouvernement va réagir, parce que là, en tout cas, selon ce qu'on voit, il ne pourra pas beaucoup réagir de la même façon. Est-ce que la police va être préparée mieux? Ça serait peut-être un défi à lancer si jamais ça arrive. Je pense que ça vaut peut-être la peine de voir ça, puis de voir qu'est-ce qui se passerait si jamais c'était lancé. Moi, je pense qu'ils vont tout simplement les empêcher d'arriver en ville. Ils vont les empêcher de manifester, ils vont les détourner. Ça va empêcher le centre-ville d'Ottawa d'être jammé pendant des jours. C'est probablement l'option qu'ils vont opter si jamais ça arrive. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver si ça arrive. Il y a le gouvernement du Québec qui annonce ces jours-ci, le temps supplémentaire obligatoire des infirmières va cesser dans pas long. Dubé a un plan, est en train de restructurer tout ça. Les infirmières, il paraît que, on en manquait. Et là, tout d'un coup, il paraît qu'on en a plus qu'on n'en a jamais eu des infirmières sur le terrain depuis 1 an à peu près. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi c'est pas corrigé comment je dirais bien ça? Ce secteur-là, parce que l'éducation n'est pas mieux non plus. Là. En éducation, on a un peu les mêmes problèmes. La structure est tout simplement pas bonne, selon moi. Puis comme je vous dis, là, c'est mon opinion personnelle aujourd'hui, à ce moment-là. Mais moi, ce que je pense de ça, de Dubé et du ministère de l'Éducation, je pense qu'ils devraient jeter le livre au vidange et reprendre à la base avec des gens du terrain, pas des hauts fonctionnaires, pas des gens qui sont dans des tours à bureau, qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas enseigné depuis 50 ans. Je pense que c'est les gens sur le terrain que ça prend pour prendre des décisions, pour prendre les bonnes façons de faire, de réécrire le livre. Là. Les infirmiers, les infirmières, les médecins, je pense que c'est les mieux placés pour savoir comment on devrait structurer l'ensemble des opérations. Et je pense que c'est là qu'on devrait aller chercher la solution, mais pas en voulant arranger les choses, mais plutôt en voulant recommencer les choses. Arrêter de reprendre le même livre et de corriger des phrases dedans, je pense que ça donne rien. C'est jeter le livre et réécrire un nouveau livre avec des nouveaux écrivains. Pas les mêmes personnes qui écrivent dedans. Je pense qu'on va prendre les gens qui sont du terrain, autant en enseignement qu'en santé, et on va réussir, je pense, à faire quelque chose de bon. Oubliez, la guerre privée, publique. Si le privé a sa place, donnez-lui une place. Je pense qu'il a une place, le privé, autant en éducation qu'en santé. C'est 2 ministères qui peuvent se ressembler jusqu'à un certain point. Pas parce qu'ils font les mêmes choses, mais la structure, je pense qu'elle est peut-être semblable à un certain point. Et ça serait bon de se servir de ces points-là d'un côté et de l'autre pour améliorer le système. Pas l'améliorer, le changer, le système, et complètement le réécrire. Je pense que c'est là qu'est la solution au niveau de l'éducation. Il faut tout mettre à la poubelle et recommencer. Même chose pour la santé. Le plan de redressement, le plan de on va refaire, le plan de... Depuis 40 ans, ça vaut rien. C'est toujours le même problème, l'attente à l'urgence, les urgences débordent, le système est à terre, les infirmières sont fatiguées, tout le monde est pogné dans le système qui ne marche pas. Trouver des solutions, c'est pas trouver des solutions, c'est recommencer tout simplement la plateforme au complet, autant en santé qu'en éducation, et mettre les oppositions à contribution, au lieu de partir la chicane tout le temps. J'ai déjà dit souvent que moi, je sais pas, je me donnerais le droit, si c'était le cas,
d'être, exemple, à l'Assemblée nationale, qu'il y a un ministre qui dépose un projet de loi, puis là, l'opposition se met à chialer, il devrait faire ci, il devrait faire ça. On devrait, en tant que gouvernement, dire à cette personne-là, viens donc dans le comité, viens donc aider, ou même carrément dire, tu penses que tu peux faire mieux? Voilà le projet, fais-le, toi. Même si tu es dans l'opposition, on va te laisser faire le projet. Donne-nous qu'est-ce que toi tu ferais comme solution si tu es si bon que ça. Au lieu de juste critiquer, on impliquerait les gens qui critiquent et qui ont parfois de très bonnes idées, même s'ils sont dans l'opposition. Je pense que ça vaut la peine des fois de prendre les idées des autres, mais donnez-leur le crédit. S'ils ont des idées, ben donnez-leur le cahier de charge et ils vont s'occuper de la faire, la loi, et de la présenter. Si elle n'a pas d'allure, elle n'a pas d'allure. Mais si elle a de l'allure, ben, c'est pas grave, même si elle vient de l'opposition. L'idée, c'est de trouver une solution au problème. Peu importe d'où elle vient, impliquer les gens qui ont des solutions. Je pense que c'est là qu'on devrait aller en politique maintenant, au lieu de toujours avoir la chicane. Aussitôt que tu es dans l'opposition, il faut que tu sois contre le gouvernement. Et quand tu es dans le gouvernement, il faut que tu traites l'opposition de con. C'est automatique aujourd'hui, depuis des années. Je pense qu'on devrait apporter l'opposition à s'engager avec le gouvernement, parce que quand même s'ils sont dans l'opposition, ils n'ont pas formé le gouvernement, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour eux autres, là. Et ils sont dans l'opposition, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté quand même pour eux. Le gouvernement ne l'a pas emporté, mais il reste qu'il y a beaucoup de personnes qui sont représentées par ces gens-là. Et il y a de bonnes idées au travers. C'est certain. Là. Il y a des gens qui ont des bonnes idées dans l'opposition. Je pense qu'au niveau du gouvernement, on devrait peut-être en prendre de ces idées-là puis d'avancer au lieu de toujours critiquer l'autre qui n'est pas la même couleur que lui. Fait que, en tout cas, vous devez comprendre, j'imagine, ce que je veux dire comme ça. Un autre petit sujet, la température et les fameux changements climatiques. Il faut faire attention quand on parle de ça. Hey, on va froisser des gens si on dit qu'on n'y croit pas, si on dit qu'on y croit. Peu importe la position qu'on prend, on est mal vu d'un côté ou de l'autre. Donc, est-ce que les changements climatiques, ça existe? Peut-être que ça existe. Est-ce que les changements climatiques sont si pires que ça? Selon moi, non. T'sais, on voit des records qui vont peut-être se battre, des records de température qui vont peut-être se battre là, il y a quelques semaines. On en a battu des records. On en a battu par 0.02 ou des choses comme ça, 0.2 degrés. Ça s'est vécu en 1963, par exemple. Bon, ça veut dire que ça s'est vécu. Si le record en 1963 était de, je sais pas moi, 25.2, puis qu'aujourd'hui, il est battu à 25.4, est-ce que c'est vraiment une alarme qu'il faut sonner? Personnellement, là, je pense qu'on est dans le champ à s'énerver avec ça au niveau de la température. On peut être écologique dans le sens de faire attention, de ne pas mettre des vidanges partout. Ça, je suis 100% là-dessus. Les vidanges, ils vont à bonne place, puis on devrait pas tirer ça dans la rue, pas aller porter ça dans un champ ou quelque chose de genre. On devrait s'en occuper, puis de les mettre aux bonnes places. Le recyclage, le faire. Alors qu'il est, je pense qu'on ne recycle même pas. Je pense que 80% du recyclage finit dans les poubelles, dans les déchets quand même. Donc, on a un problème. Même si les gens ont pris l'habitude de recycler, on n'est même pas capable de fournir au recyclage de ce que les gens donnent. Il faudrait peut-être refaire la structure là aussi, peut-être la même chose qu'à la santé et à l'éducation. Mais en tout cas, je ne sais pas, mais je trouve qu'on s'énerve à plein de choses. Le climat, c'est épouvantable. Là. Hey, on a chaud à l'automne. Ouais, mais au printemps, on a fret. Fait que c'est pas... Au final, là, selon moi, c'est comme si on avait décalé un peu le printemps. On n'a plus de printemps, de toute façon, depuis des années. On a un bel automne, mais rendu à l'automne, les soirs sont froids. Tu sais, cet été, on a eu quand même un pas pire été. Mais excusez, mais on n'a pas eu d'été. Le soir, là, ça n'a jamais été chaud de soir, là. Des gens qui ont crevé de chaud, la grosse chaleur, les fenêtres ouvertes partout, là. Moi, cet été, j'ai pas vu ça, là. Je suis habitué, j'aime me baigner, exemple, le soir quand j'arrive chez nous, à 8, 9, 10 heures.
aller me baigner dans la piscine quand il fait chaud, c'est le fun. J'ai pas vécu ça cette année, là. Cette année, on n'a pas fait ça, on ne s'est pas baigné le soir, il faisait pas chaud, même en été, juillet à août. On a eu peut-être 2 ou 3 soirées qu'il a peut-être fait assez chaud pour se baigner, mais les autres, là, jamais on a eu d'été cet été, là. Ça n'a pas été une température épouvantable. Puis là, on arrive à l'automne, et là, il fait chaud, c'est épouvantable, c'est les changements climatiques. On leur donne une vocation, peut-être qu'elle n'a pas, que ces changements n'ont pas. Je pense qu'on en met un petit peu trop de ce côté-là. Oui, faire attention à l'environnement, ça c'est correct, mais les changements climatiques, je pense qu'on y accorde beaucoup trop d'importance. Puis selon moi, on ne devrait pas accorder cette importance-là. Et quand on voit, comme je vous dis, les records, on a battu un record de 0.02 en 62, ben ça veut dire qu'en 62, il faisait la même température qu'aujourd'hui, là, parce qu'en 62, probablement que les thermomètres, l'équipement n'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. Si on sort un record en 1924, est-ce que la température qu'il a faite en 1924 était aussi précise, la lecture de ça, qu'elle l'est aujourd'hui? Ben, je ne suis pas sûr non plus de ça, tout simplement. Est-ce que la méthode était la même? Est-ce que, bon, il y a probablement plein de choses comme ça qui fait que les différences sont peut-être plus marquées, mais plus marquées, comme je vous dis, là, on n'a pas 8 degrés, on ne bat pas des records là, de température de 8-10 degrés, là. On bat des records de température de 0.02, 0.04, 1 degré. On va jouer sur les records, mais encore là, la marge d'erreur, elle est où? Elle est comment? Ben, on va le savoir plus tard probablement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'approprient cette cause-là pour avancer des idées, faire passer des projets, des subventions, mettez n'importe quoi, là. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent en jeu, pas mal plus que la température et les changements climatiques, selon moi, puis comme je vous dis, c'est mon opinion, là. Mais moi, je n'accorderais pas autant d'importance qu'on en accorde présentement au changement climatique. Je pense qu'on fait peur aux gens, on fait peur aux jeunes dans les écoles aussi, on en parle dans les écoles, les étudiants, écoutez, j'ai 5 enfants, les plus vieux ont été, pas brainwashés, mais ont été inculqués que c'était très grave, le changement climatique, on s'en allait dans un mur, la société va mourir d'ici quelques années si on ne fait pas rien. Il a fallu remettre les pendules à l'heure avec les enfants à un moment donné, justement, parce que je pense que le discours dans les écoles de certains professeurs est peut-être extrémiste à l'opposé de la réalité. Peut-être qu'ils se disent qu'il faut en mettre pour qu'ils retiennent la moitié. Je pense pas, parce que les enfants ont plutôt retenu que c'était un problème vraiment majeur, que c'était... Même, je vous dirais que ça leur a fait peur jusqu'à un certain niveau. Je pense que ça n'a pas lieu d'être comme ça. Je pense qu'on ne devrait pas faire peur aux enfants avec ça. Il faut vivre avec une nouvelle éducation qui est de oui, recycler, oui, ramasser, oui, faire attention. On ne fait pas exprès pour faire de la pollution. Bon, ce côté-là, je pense que oui, il est important. Mais le reste, je pense qu'on devrait laisser aller les choses un petit peu plus au lieu de s'énerver et de faire il y avait la COP 27, je pense, quelque chose du genre, la semaine dernière, et il y avait je sais pas combien de présidents, ministres et tous les hauts dirigeants des pays du monde qui étaient tous réunis, tous avec des jets privés, avec une équipe de plusieurs personnes ensemble. Donc, ils ont rempli des avions. Ils sont en allés à la COP27 parler de l'environnement et des gaz à effet de serre et de la pollution par l'essence. C'est juste drôle parce qu'eux autres peuvent le faire. Eux autres ne se posent pas de questions à savoir si on devrait le faire en Zoom, notre réunion. Si on la fait en Zoom, il n'y a pas d'essence, il n'y a pas d'avion qui vole, il n'y a pas de sécurité à faire non plus, comme ça a été le cas. Il n'y a pas de dépenses de millions en transport et en sécurité pour protéger les hauts dirigeants qui se rencontrent. Ce serait peut-être à revoir s'ils veulent vraiment avoir de la crédibilité. Il faudrait qu'ils commencent par eux. Il y a bien des artistes qui font la même chose aussi, qui disent hey, il faut faire attention, moi j'ai un véhicule électrique, moi je fais ci, moi je fais ça, puis j'ai plus d'auto, je fais du vélo, tout ça, mais
la première chose qu'on voit, c'est un post sur Facebook ou sur Instagram avec une photo en République dominicaine ou peu importe à quel endroit ils sont. Ben, ils sont allés là comment? Ils sont allés là en avion, ils sont allés là soit par voie terrestre ou aérienne. Ils ont contribué au gaz à effet de serre automatiquement et c'est des choses qu'ils dénoncent à d'autres, mais eux autres peuvent se le permettre. Il ne faut pas que les autres le fassent, mais nous autres, ça vaut la peine. On le fait parce que c'est ça. On a de l'argent, on veut bien paraître d'un côté, mais on ne fait pas ce qu'on explique aux gens de faire personnellement. Si ces gens-là, les artistes entre autres, arrêtaient de prendre l'avion, arrêtaient de circuler en auto, ça serait juste drôle de voir ça parce qu'ils ne pourraient pas faire leur métier. Donc, on est dépendant de ces choses-là. Mais quand ils parlent aux gens du peuple, ben ils font comme si c'est pas bon pour tout le monde de prendre une auto, c'est pas bon pour tout le monde de prendre l'avion. Faut pas faire ça. Mais comme je vous dis, la première chose qu'on voit, c'est qu'ils sont dans leur avion avec un selfie avec les nuages en arrière d'eux autres, puis ils disaient tiens, parti pour la République dominicaine pour 10 jours, mais en avion. Parlant d'avion, voyage, tout ça, les voyages, je suis sorti moi à l'extérieur la semaine dernière et j'ai pris l'avion. Et je vous dirais que ça s'est très bien passé. On est parti de Québec directement et pas eu aucun problème, pas d'attente. On avait une correspondance à Montréal, pas d'attente à Montréal. Tout s'est bien passé à tous les niveaux. Il y a eu au retour peut-être 1h15, 1h30, je pense, de délai de vol pour une raison qui est arrivée avant, autrement dit sur un autre vol avant, qu'il y a eu un retard. Mais nous, on est parti de notre endroit 1h15, 1h20, je pense, de retard, tout simplement. Mais on avait été avisé du retard, donc on a pu arriver à l'aéroport plus tard, sans attendre à l'aéroport directement, le fameux 1h30 d'attente, de décalage qu'on a eu, de délai. Fait que c'est pas grave, ça s'est très bien passé, comme j'ai dit, puis on n'a pas eu d'attente à nulle part, même à Montréal. On avait juste 1 heure pour l'escale, et ça s'est fait tout à fait normalement, il n'y a pas eu d'attente à nulle part. Donc, un petit mot là-dessus, s'il y a eu des problèmes, moi, on les a vus à la télévision, mais personnellement, directement sur place, moi, j'ai pas eu de problème avec les aéroports. Le Canadien de Montréal, je fais un petit clin d'œil à ça en passant. Le Canadien de Montréal va quand même bien pour les attentes, je pense. J'ai regardé quelques affaires, des matchs, j'ai regardé des portions, j'ai regardé le but à Caulfield à 1:09 de la fin, si je me souviens bien, pour égaliser, puis finalement ils ont remporté le match en tir de barrage ce soir-là. C'était un méchant beau but. C'était vraiment la dernière minute de jeu. Là, les 2 dernières minutes de jeu, là, c'était du jeu fort, le fun à regarder. Il y avait vraiment de l'action. L'autre soir, j'ai regardé un autre match. C'était contre qui, je me souviens même plus. Hier ou avant-hier, il y avait un match. Puis aussi, il y a eu beaucoup de buts en début de première période. Si je me souviens bien, c'était suite 3-0, c'est pas 4-1, quelque chose de genre là, dans les 5 minutes, dans les 5 premières minutes du match. Mais il y avait du jeu. Okay? Oui, ils ont perdu, les Canadiens, mais il y avait du jeu, ça jouait, on sentait qu'ils voulaient. C'est le fun de revoir du jeu comme ça. J'espère que ça va encore s'améliorer. Pas parce que c'est les Canadiens, mais le jeu en général était bon. Il y avait de l'action, c'était le fun. Et il y a un intérêt, il y a un nouvel intérêt, je pense, pour le hockey, si ça se passe comme ça, s'il y a du jeu, puis qu'il y a de l'action, qu'il y a des buts, parce qu'il y a un bout où il n'y avait pas beaucoup de buts, ça veut dire pas beaucoup d'action. Là, il y a plus de buts cette année, je pense, dans la Ligue nationale. Puis ça donne de l'action, ça fait des matchs qu'on a le goût de suivre, il y a de l'action. Tout simplement, je voulais faire un petit clin d'œil là-dessus. Bon, je vais revenir sur les vaccins contre la COVID. Même là, ils sortent les vaccins pour l'influenza.
il y a eu une annonce, je pense hier ou avant-hier, là, le vaccin d'influenza va être gratuit pour tout le monde. Ils veulent que les gens aillent se faire vacciner. Mais le fameux vaccin de la COVID, quand on regarde un peu partout dans le monde, quand on regarde même juste ici au Canada, quand on regarde un peu partout, on commence à voir beaucoup, mais beaucoup de gens, des professionnels qui sortent pour dire que le vaccin, finalement, il ne protège pas de grand-chose. Il ne protège pas du virus en tant que tel. Donc, les gens vaccinés attrapent le virus quand même et le transmettent quand même et sont malades quand même. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir la personne qui est malade. Elle est très malade aujourd'hui, elle a été vaccinée, ils ne comprennent pas comment ça qu'elle est malade comme ça. Bon, qu'est-ce que ça aurait fait si elle n'avait pas été vaccinée, cette personne-là? Est-ce qu'elle aurait été plus malade, moins malade ou pareil? C'est sûr qu'on ne peut pas le savoir. Ça prendrait des clones. Mais c'est dommage de voir encore le gouvernement s'acharner pour dire ça prend votre dose de vaccin, ça prend votre nouvelle dose, votre rappel. Il faut aller absolument se faire revacciner. C'est vraiment important. Alors qu'un paquet d'études qui sortent et de commentaires de professionnels de la santé, des médecins qui sortent pour dire bon, finalement, le vaccin, il n'a pas donné grand-chose, il ne donne pas grand-chose à l'heure qu'il est. Même que ce matin, je pense que je regardais une petite vidéo d'un médecin qui se fait interviewer, je pense c'était à TVA. Ils l'ont probablement retiré depuis ce temps-là, là, mais quand ils l'ont sorti, le médecin disait, écoute, moi, dans ma pratique, des gens non vaccinés, malades, j'en ai pas vu un. Aucun non vacciné que j'ai soigné pour la COVID. C'est tous des vaccinés que j'ai soignés dans ma pratique à moi. C'est ce qu'il dit le médecin en interview à TVA. Donc, comme je vous dis, probablement que le segment est sorti puis est parti. Ils ont dû l'enlever quand ils sont aperçus que c'était pas selon le discours officiel qu'il faut donner. Parce que le gars, il dit carrément que le vaccin, ça ne changeait rien là, dans sa pratique. Il y en a même, au contraire, il n'a pas vu de non-vaccinés malades. Fait que s'il y a des questions à se poser là-dessus, qui a raison, on ne le saura jamais, parce qu'on ne peut pas comparer justement quelqu'un qui l'est, quelqu'un qui ne l'est pas, parce que le physique n'est pas pareil, les conditions de santé ne sont pas pareilles. Fait que ça fait en sorte que c'est probablement différent. Est-ce que on serait plus malade vacciné? Est-ce qu'on est moins malade vacciné? Et l'inverse? Je pense que ça joue dans la tête plus que d'autres choses et non dans la piqûre elle-même, dans le vaccin. Je pense que le vaccin est plutôt une histoire qu'on s'est fait croire, tout simplement. On nous a promis que le vaccin faisait en sorte qu'on n'attrapait pas la maladie. Après ça, on nous a promis que le vaccin faisait en sorte qu'on ne transmettait pas la maladie. Le vaccin faisait en sorte qu'on n'allait pas à l'urgence, qu'on allait avoir une petite grippe au lieu d'avoir une méchante de maladie mortelle. Ça n'a pas l'air d'être ça qui se passe vite de même quand on voit ce qui se passe. Et on fait encore des bilans pour dire qu'il y a des gens qui sont morts de la COVID. En fait, il y a des gens qui sont morts en ayant en même temps la COVID. C'est ça que la grosse différence qu'il faudrait peut-être faire. Des gens qui meurent de la COVID directement, qui n'ont pas d'autre chose dans la vie, attrapent la COVID, boum, ils meurent. Et j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Puis il n'y en a pas eu beaucoup non plus. C'est mon opinion, comme je dis, c'est mon opinion personnelle. Au moment où je la donne, elle peut changer demain matin, mais selon ce que moi je regarde, ce que j'écoute, ce que je vois, ce que je parle avec les gens, ben c'est mon opinion aujourd'hui. Je pense que le vaccin n'a pas protégé beaucoup de monde. Au contraire, je pense que ça n'a rien changé d'avoir les vaccins, puis que les gens ont la COVID quand même et ils la transmettent quand même. Ils sont malades quand même, au même niveau que celui qui n'est pas vacciné, selon moi. Mais c'est mon opinion. L'inflation qu'on entend parler partout, qui est épouvantable. On ne fait pas juste entendre parler, c'est sûr qu'on le vit. On le vit dans le sens où l'épicerie est plus chère, la maison coûte plus cher, tout coûte plus cher. Les taxes, les restaurants, l'essence. Écoutez, il faudrait... tout part un peu à partir de l'essence aussi.
L'essence, il y en a qui disent qu'il ne faudrait pas couper les taxes sur l'essence parce que ça ne donne pas d'argent au monde dans leur poche. Il ne faut pas penser plus loin que le bout de son nez si on pense de même, parce que à peu près tout ce qu'on consomme passe par des moyens de transport à essence. Que ce soit le train, l'avion, le camionnage, tout le monde est à essence là-dedans. Et si ça coûte, je sais pas, moi je donne un exemple, si ça coûte 20 000 de plus au train en essence pour descendre de la cargaison de quelque part, ça va se répercuter sur celui qui fait faire le transport, ça va se répercuter sur le distributeur, ça va se répercuter jusqu'au détaillant, jusque dans les poches des consommateurs. C'est normal. Et si ça coûte 20 000 de plus, il y a 20 000 qui doit se faire payer par le consommateur au final. C'est pas l'entreprise de transport qui va prendre le 20 000 à sa charge. Il ne fait pas 20 000 $ de profit, de lousse, autrement dit, pour l'absorber lui-même. Fait que tout ce qui se paye en essence supplémentaire se répercute dans le panier à l'épicerie, ça se répercute au restaurant. Partout, tout passe par de l'essence. Donc, là, il y en a qui vont dire qu'il faudrait virer les camions en électrique. Si on met tous les véhicules électriques aujourd'hui, demain matin, là, il n'y a plus d'auto à gaz, il y a juste des véhicules électriques. Première des choses, on n'est même pas capable de fournir pour les recharger. Okay? On n'a même pas assez d'électricité pour faire les recharges de véhicules. Deuxième chose, pensez-vous que l'électricité pour recharger les véhicules va rester au même prix? On doit améliorer le réseau, on doit refaire des nouvelles centrales, c'est sûr que ça va se répercuter sur le prix de l'électricité, y compris celle de la maison. Donc, on va payer plus cher partout. Quand on a un véhicule à essence, il y a une grande partie des taxes qui se retrouvent au gouvernement, donc une énorme entrée d'argent au gouvernement, je ne sais plus combien de milliards qui entrent à partir des taxes sur l'essence. À partir de là, si on est tous électriques, il n'y a plus de taxes sur l'essence qui est récoltée par le gouvernement. Ils vont prendre l'argent où? Ils vont taxer les véhicules électriques. Et c'est déjà commencé à parler, c'est qu'ils vont mettre une taxe, ils vont mettre un frais, ils vont trouver une façon de charger, soit au kilomètre, soit avec les plaques d'immatriculation, soit que immatriculer un véhicule électrique va coûter beaucoup plus cher qu'un véhicule à essence. Pourquoi? Parce qu'ils ne payent plus de taxes au niveau essence. Donc, l'amélioration, parce que quand ils ont sorti les taxes sur l'essence, c'était pour les routes, c'était pour améliorer le système routier, etc., etc. Bon, je pense que c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais reste que les taxes entrent quand même dans les coffres du gouvernement. Est-ce que quand on va virer électrique, ces taxes-là, il va falloir qu'elles soient réparties sur l'ensemble des véhicules électriques, soit par les plaques, soit par les permis de conduire, soit par l'électricité, soit par le kilométrage. Est-ce qu'ils vont imposer un tarif X au kilomètre dans une année? C'est possible que ce soit ça aussi la solution. C'est qu'ils vont dire, celui qui se promène électrique, s'il fait 25 000 km par année, ça coûte tant. S'il fait 50 000 km, ça coûte tant. Ils vont mettre des montants, ils n'auront pas le choix. Et c'est certain. Puis comme je dis, ils ont commencé à faire ça à l'heure qu'il est. Ils ont commencé à plancher sur des projets pour voir comment on va faire pour aller chercher de l'argent aux gens qui ont des véhicules électriques. Présentement, OK, il y a peut-être un bénéfice à y avoir au niveau taxes, mais le véhicule électrique est encore trop dispendieux, selon moi, pour en valoir la peine, pour aller sauver de l'argent, pour faire, comment je dirais bien ça, faire une bonne vie, là, parce que, un véhicule électrique qui fait 150 km d'autonomie, pour moi, ça vaut rien, là. Ça me donne rien d'avoir ça, j'ai aucun intérêt, et surtout de le payer pas 2 fois le prix d'une auto à gaz, mais en tout cas, quand même beaucoup plus élevé qu'une auto à essence. Selon moi, ça vaut pas la peine. Pour d'autres, ça peut valoir la peine. Ils pensent qu'ils vont récupérer de l'argent, mais ils ont payé quand même, 15, 20 000 de plus pour l'avoir électrique, peut-être 30 000 de plus pour l'avoir électrique.
et plus payer d'essence, mais ils vont payer l'électricité, ils payent l'auto plus cher, le paiement ou à l'achat est beaucoup plus cher que le véhicule à essence. Fait que ça prend énormément d'années avant de rentrer dans son argent. Et il ne faut pas oublier l'inconvénient de ne pas être capable de se recharger partout et d'attendre la recharge. Quand on passe au poste à essence, au mettre de l'essence, quand ça a pris 5 minutes, là, c'est le gros max. Là. On est plein, on est prêt pour 500 km, 600 km quand il est plein. Alors qu'un véhicule électrique, oui, il va peut-être être bon pour 500 km, 600 km, mais il faut que tu te recharges. Te recharger, ça coûte X et ça prend combien de temps? Donc, c'est à prévoir dans le voyage. S'il faut attendre une demi-heure, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie de temps de recharge, ben, un voyage qui prend en auto à essence 2 heures et demie, ben, il va prendre 4 heures peut-être en véhicule électrique. Ça fait peut-être une différence jusqu'à un certain point, mais je pense que c'est mon opinion, comme je dis encore une fois, c'est mon opinion. Pour moi, ça ne vaut pas la peine à l'heure qu'il est de payer le prix d'une auto électrique et ce qui s'en vient au niveau du taxage pour les gens qui vont brancher leur auto à la maison, ailleurs, au restaurant ou peu importe. Il va y avoir des frais probablement qui vont s'ajouter dans pas long là-dedans là, parce qu'ils voient qu'il y a de l'argent à aller chercher là aussi. Là, oui, il y a un break présentement, mais ça va venir. Ayez pas peur, ça va venir. Qu'est-ce que je peux vous parler de plus aujourd'hui? Comment les prochains mois vont se vivre selon moi? Je pense qu'on ne vivra pas nécessairement une grosse récession. Là. Oui, les gens vont peut-être arrêter un petit peu, vont peut-être ralentir certaines dépenses parce que la dépense de la maison, exemple, va augmenter à cause du taux d'intérêt. On va avoir peur d'une récession. Je pense que ça va breaker des gens à plein de niveaux. Par contre, je pense pas que ça va breaker, exemple, le marché immobilier. À Québec, comme je dis, ailleurs, il va y avoir sûrement des corrections, il va sûrement y avoir des baisses parce que les prix n'ont rien à voir avec ceux de la région de Québec. Là. Quand on parle de Montréal, Toronto, Vancouver, le marché est complètement différent au niveau de la valeur. Donc, eux vont possiblement, ils ont déjà commencé à avoir des corrections de prix. Là. À Montréal, je pense qu'on a une vingtaine de pourcents de moins en valeur, alors qu'à Québec, c'est pas le cas. À Québec, on est quand même stable là-dessus. Ce marché-là, je ne pense pas qu'il soit beaucoup attaqué. Il y a peut-être, les cadeaux de Noël vont peut-être être un peu réduits cette année. Les voyages à l'extérieur vont peut-être être un peu réduits. La PCU, il n'y en a pas, là. La PCU a servi beaucoup à mettre de l'argent de côté. Partir en voyage ou acheter des nouvelles TV, des cinémas maison, une nouvelle auto. Ils ont un 4 roues, un skidoo. Il y a beaucoup de gens qui se sont servis de cet argent-là pour ça. À cette heure, aujourd'hui, cet argent-là n'est plus là. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On va le vivre tout simplement cet hiver. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense que le marché immobilier va repartir en espérant que le gouvernement ne mette pas de restrictions, aucune restriction obligatoire. Oui, ils font de la propagande pour remettre le masque en vigueur. Oui, on suggère fortement de mettre le masque. Encore là, on suggère de mettre un masque, mais il n'y a jamais personne qui est venu prouver que le masque standard, comme le petit masque bleu là, qu'on voit, là, est-ce que c'est bon pour contrer les virus? Il paraît que non. Il paraît que ça ne change pas grand-chose. Ça prendrait des vrais masques N95 et plus. Là. Je ne me souviens plus comment ils les appellent. Là. Mais ces masques-là, oui, quand ils sont bien portés, je pense qu'ils peuvent servir. Mais les masques ordinaires qu'on met pour aller à l'épicerie, qu'on met pour aller dans des magasins, là, et qu'on remet pendant une semaine de temps, là, je pense pas que ça serve à grand-chose au final pour la protection des gens. Autant que soi-même que les autres, là, je pense pas qu'on protège grand monde en mettant un masque. Là. Mais ceux qui y croient, parfait, mettez-le, vous avez le droit, vous y croyez, c'est beau. Mais laissez ceux qui n'y croient pas ne pas y croire, tout simplement. Ceux qui veulent en mettre, mettez-les. Ceux qui veulent pas en mettre, mettez-en pas. Moi, pour moi, ça n'a aucune importance que la personne à côté de moi en ait un ou pas. Et comme je dis, c'est mon opinion personnelle. Mais moi, je pense que ça n'a aucun lien avec la distribution du virus en tant que tel.
Moi, je pense que si tu as affaire à le pogner, tu vas le pogner comme c'était auparavant pour une grippe, comme c'était auparavant pour un rhume, pour à peu près n'importe quelle autre maladie. Oui, le lavage de mains, l'assainissement d'un paquet d'affaires, le nettoyage, bon, ça, c'est sûr que ça a coupé énormément de virus. Est-ce que c'est bon ou pas bon? Encore là, on va voir d'ici quelques années qu'est-ce que ça va avoir eu comme impact. Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement positif l'impact que ça va avoir eu. On a vu dans les garderies cet automne, il y a eu un paquet de virus qui sont sortis. Les écoles, même chose, qui sont arrivés. Pourquoi? Parce que le système immunitaire des gens est diminué. Il y a moins de bactéries, il y a moins de virus, il y a moins de possibles problèmes. Donc, le corps a dû laisser aller et il s'occupe moins de combattre, autrement dit, d'être prêt à combattre des virus. Selon moi, puis comme je dis, je n'ai jamais fait d'études là-dedans, c'est simplement en lisant, en regardant, en voyant des choses un peu partout que je formule cette opinion-là. Puis, comme j'ai dit, elle peut changer demain matin. Ça, c'est vraiment ça. Mais aujourd'hui, moi, je pense que mettre un masque ou pas de masque, dans ma tête, ça ne change pas grand-chose. Ceux qui veulent le mettre parce qu'ils croient que c'est bon, parfait. Mais laissez les autres ne pas en mettre s'ils ne veulent pas en mettre et qu'il n'y aurait pas personne d'un bord et de l'autre. Ça devrait être la même chose de toute façon pour le vaccin. Quelqu'un qui veut avoir le vaccin, là, ça ne change rien. Comme c'était avant, tout simplement. Avant, les gens avaient des vaccins pour la grippe, pour peu importe la raison. Personne ne disait, voyons donc, t'es pas vacciné, hey, c'est épouvantable. Personne ne disait ça, on ne s'occupait pas de ça. Il n'y avait aucune différence entre quelqu'un qui avait le vaccin contre la rougeole versus celui qui l'a. Celui qui l'a ou celui qui ne l'a pas. On ne voyait pas ça, là. Alors qu'aujourd'hui, la propagande fait en sorte qu'on fait comme si on devait exclure des gens, peu importe la catégorie. Là. Si tu es vacciné, tu exclues les non-vaccinés, puis si tu es non-vacciné, tu exclues les vaccinés. Ça n'a aucun rapport. On devrait tout mettre ça de côté, puis repartir à zéro, comme on dit, repartir sur une base, puis faire les choses comme il faut, et s'occuper des gens, peu importe leur vaccin, peu importe les masques, pas de masques. Je pense que ça ne devrait pas changer grand-chose dans la vie de personne. Tout simplement, la personne qui veut le faire, le fait, elle a le droit, puis personne ne doit rire d'elle. Et l'inverse est également vrai aussi. Donc, ça complétait mon petit podcast d'aujourd'hui. Je n'ai pas regardé comment j'avais de temps de fête, là, mais je me suis amusé à faire ça. Je veux recommencer à m'amuser à faire ça, à faire d'autres podcasts comme ça. Éventuellement, même dans un avenir rapproché, on va avoir des podcasts avec des gens aussi qu'on va interviewer au niveau immobilier, surtout pour commencer probablement. Opinion, on va voir au fur et à mesure comment on va avancer. On va voir comment les gens... Parce que c'est pas tout le monde qui est brave d'aller donner son opinion publiquement. Publiquement dans le sens où... on la met sur Internet. Ça veut dire que tous les gens qui veulent connaître mon opinion, ils peuvent maintenant. Alors qu'avant, quand on n'avait pas ce genre de petits podcasts, ou quand on n'avait pas ce genre d'équipement-là, les gens, à part si tu les rencontrais et tu leur donnais ton opinion, et c'était ça. Mais aujourd'hui, on peut voir l'opinion d'un peu tout le monde, on peut connaître l'opinion d'un peu tout le monde, mais il y en a qui sont à l'aise, il y en a qui sont moins à l'aise de la donner. Fait on va voir au fur et à mesure dans les prochains mois comment ça va avancer de ce côté-là, mais je sais que prochainement au niveau immobilier, on va avoir des petites choses là, avec des gens, des échanges, des histoires qu'on va raconter et qui sont arrivées en immobilier. Ça va être à suivre tout simplement prochainement. Donc, à la prochaine, c'est Mario Labrec. Bonne journée.